Bonsoir, donc nous accueillons Louis Lourme, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Il a accepté aussi le titre que je crois que je lui avais proposé, ce qui était accueillant à ma proposition. Il parlera donc sous ce titre du cosmopolitisme et de la justice globale. Louis Lourme est philosophe, professeur de philosophie. Il est chargé d'enseignement à Bordeaux 3 et à l'IEP de Bordeaux. Et il a deux autres caractéristiques que j'indique. Il est poète et il est directeur d'un lycée relevant de la Compagnie de Jésus. Voilà, ça fait quand même une série de déterminations. Voilà. Et j'ai rencontré son ouvrage, on peut le dire, sur le conseil et le soutien très fort de quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissez ici, à savoir Jean-Marc Ferry. Donc ça situe un peu sinon Louis Lourme, du moins le type d'intérêt philosophique qui s'attache à ses ouvrages. Donc il est notamment l'auteur du livre pour lequel je l'ai invité, qui est paru au PUF l'an dernier, en 2014, qui s'intitule « Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale » et où il défend, à travers une analyse très très minutieuse et vraiment très très utile. C'est un travail qui manquait de ce point de vue-là, de la configuration et des configurations du cosmopolitisme. Il en défend une forme qu'il situera lui-même sur l'échiquier des possibles. Comme vous le savez, le cosmopolitisme est aujourd'hui une position extrêmement indépendamment de son histoire, qui remonte jusqu'à Kant, les stoïciens, etc. Mais Habermas, plus près de nous, c'est une position qui est défendue aussi par des auteurs différents, aussi différents que Thomas Pogge, Archibuggy, Ulrich Beck, par exemple, ou d'autres. Pour les gens qui s'intéressent à la justice climatique, Simon Caney est un auteur qui se réclame du cosmopolitisme, et beaucoup d'auteurs qui travaillent sur une section, en quelque sorte, ou une dimension de la justice appliquée à un secteur, comme Pogge ou comme Caney, antérieurement, ont publié des ouvrages, des travaux, ou au moins un travail important sur cette adhésion qui sous-tend leur interrogation sur ensuite le secteur dans lequel ils se sont spécialisés. Alors je ne sais pas sur quel secteur vous finirez par vous spécialiser au-delà de la reconstitution de cette position ou de cette posture, mais ça viendra très certainement à un moment ou à un autre. Voilà, donc je vous donne la parole. Vous aurez comme répondant notamment donc, Pierre-André. Je pense que Geoffroy Leveau interviendra aussi, et puis je ne sais plus où elle est, Marie-Pauline Chartrand avait aussi préparé cette séance, et puis un certain nombre de dysfonctionnements dans la communication font qu'elle préfère rester dans la salle. Voilà, mais elle pourra intervenir évidemment aussi, puisque la séance a été préparée. Voilà, donc je vous donne la parole pour 1 heure, 1 heure et quart, comme je vous l'avais dit, nous avons le temps. Alors, je tiens d'abord à remercier Alain Renaud pour son invitation, à vous dire le plaisir que j'ai de prendre part à ce séminaire. C'est pas rhétorique pour moi, c'est pas une simple formule d'usage. Je suis tout à fait ravi de pouvoir soumettre quelques analyses à la discussion. Alors, avant de me lancer dans la préparation de cette communication, j'ai bien entendu consciencieusement visionné aussi attentivement que possible la séance inaugurale de ce second semestre, séance du 27 janvier dernier, au cours de laquelle l'intervention d'Alain Renaud avait pour but de problématiser les séances du semestre, du séminaire, et essayer d'ouvrir des pistes susceptibles d'être travaillées avant d'être une tentative de conceptualisation de la notion d'extrême, je crois, dans toute la deuxième partie. Alors, il me semble que je rends justice aux propos qui ont alors été tenus si je reformule le problème en ces termes.
je ne suis pas sûr de ma reformulation parce que j'ai voulu vérifier mes notes et je n'ai pas réussi à avoir à nouveau accès au site qui a l'air d'avoir des soucis ces jours-ci. Oui, mais, comme souvent. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai pu la voir. Donc je crois que si je le formule comme ça fonctionne. À quelles conditions le développement économique peut-il être en même temps un développement humain? Je crois que sur cette question précise du développement humain, et en particulier quand elle est posée de la manière dont elle est posée, c'est-à-dire en orientant d'emblée la réflexion sur l'échelle mondiale, eh bien je crois que donc sur cette question précise, la perspective du cosmopolitisme apporte quelque chose comme un éclairage original, et je l'espère pertinent, c'est moi cette perspective que je me propose d'emprunter. Je crois que, comme souvent, le plus simple, c'est de partir du titre de cette communication, titre général s'il en est, et se demander pourquoi associer l'antique notion de cosmopolitisme à l'idée d'une justice globale. Je crois que cette association se justifie d'un double point de vue, et je voudrais commencer par là. D'abord, il y a la réalité de l'histoire contemporaine des idées, dont il faudra rappeler rapidement quelques éléments fondamentaux. Histoire contemporaine des idées qui fait que, au sein des débats liés à ce qu'on appelle les théories de la justice globale, donc, s'est développé dans les années 90 un point de vue cosmopolitique. Je disais plus haut, une perspective cosmopolitique. Donc l'union de ces deux termes fait d'abord référence, évidemment, à une position théorique bien précise, enfin, en tout cas, qui se prétend précise, qui existe et qui s'est développée depuis 25 ans environ, et au sein de laquelle cette présentation va bien évidemment se situer, malgré les particularités du point de vue que j'essaierai de défendre. Mais en amont même de cette réalité de l'histoire contemporaine des idées, il y a, je crois, la réalité sémantique des deux notions associées, cosmopolitisme d'une part et justice globale d'autre part. Cette réalité sémantique semble, elle aussi, justifier le rapprochement entre les deux notions, quel que soit celui des deux termes envisagés. Le concept de cosmopolitisme, d'abord, suppose l'idée que l'on peut penser une communauté au-delà des communautés politiques particulières, une appartenance au-delà des appartenances politiques particulières. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de l'histoire du concept, en particulier dans le détail de son sens antique, même si je crois que l'histoire du concept, en fait, nous apprend beaucoup sur les possibilités d'application à notre époque contemporaine. Jusqu'où on peut le décliner, que gagne-t-on, que perd-on quand on le décline sur le plan politique, par exemple, comme j'entendrai le faire aujourd'hui. Au moins, on peut dire que le cosmopolitisme offre, dès le départ, la possibilité de se représenter l'au-delà de notre communauté comme nous concernant au premier chef, ou comme nous concernant autant que l'immédiat. Ou en d'autres termes, on pourrait dire que le cosmopolitisme offre la possibilité de ne pas considérer les bornes de ma communauté politique comme bornes définitives. Ces bornes, les frontières par exemple, perdent dans cette représentation du monde tout privilège ontologique, et elles apparaissent, pour le cosmopolite, pour le sage stoïcien par exemple, elles apparaissent donc ces bornes comme autant de défis lancés à notre capacité de penser la morale au-delà de la frontière. Voilà. On pourrait dire que le sage est celui qui se représente le lointain sur le mode du prochain. Or, un tel rapprochement du monde fait que une situation d'injustice au-delà de la frontière me concerne directement. En somme, une injustice particulière prend une dimension globale. D'ailleurs, on aura à mesurer la portée de ce jugement, de même que les exigences de justice ne se cantonnent plus à la sphère domestique ou à l'intérieur des sociétés politiques nationales. Ça, c'est si je pars du terme cosmopolitisme. Ça justifie le rapprochement avec la justice globale. De son côté, évidemment, la notion de justice globale désigne un objet qui est presque cosmopolitique par essence, si on peut dire. Penser une justice globale suppose en effet de considérer que le monde est une échelle à laquelle on peut penser une action politique, qu'il y a des problèmes propres à cette échelle, et donc que la politique doit s'y hisser. Ce qui est une prétention quasi explicitement cosmopolitique, la politique qui se hisse à l'échelle du monde.
De prime abord, donc, associer cosmopolitisme et justice globale semble bien fondé, et non seulement l'association semble bien fondée, mais elle semble même nécessaire au regard de la nature même des deux concepts. Je voudrais cependant prendre le temps de faire deux observations d'ordre général sur ces notions, afin d'essayer de clarifier d'une part l'objet de notre séance, et d'autre part de mettre au jour quelques éléments susceptibles de poser problème ou d'être discutés par la suite, dans la suite de mon propos. Ma première observation, elle est très classique, elle porte sur l'équivocité de la notion de justice globale, qui désigne en même temps deux objets très liés entre eux et très différents, à savoir la justice entendue en un sens socio-économique d'un côté, la justice entendue en un sens juridique de l'autre. Alors pourquoi j'insiste sur cette équivocité ? Parce que très simplement, au premier sens, nous ne vivons pas dans un monde juste, et tous les ouvrages et tous les articles consacrés à la question partent du même point de départ, le monde dans lequel nous vivons est injuste. Mais au deuxième sens, en revanche, quelque chose comme une justice globale est bien en train de s'établir par le biais de pratiques juridiques. On peut penser par exemple à la pratique qu'on appelle le dialogue des juges, ou à la délocalisation judiciaire. Donc, il y a des pratiques juridiques, il y a des institutions qui littéralement aboutissent les unes et les autres à ce qu'on appelle parfois une cosmopolitisation de la justice. Cosmopolitisation de la justice, j'emprunte la formule à Julie Allard. Les deux sens, d'ailleurs, de la notion de justice globale ne sont pas hermétiquement, évidemment, à distinguer l'un de l'autre. Le développement de cette cosmopolitisation de la justice contribue, à mon avis, à donner de la consistance à l'idée de justice globale entendue en un sens socio-économique, cette fois-ci, au moins pour la double raison suivante. D'abord, parce que, très simplement, elle donne de l'épaisseur à l'échelle cosmopolitique. Ça désigne quelque chose. Et ensuite, parce qu'elle permet de développer l'idée centrale d'une responsabilité cosmopolitique, sur laquelle je reviendrai, mais à propos de laquelle on peut dire simplement pour l'instant qu'elle correspond à l'idée selon laquelle les individus peuvent être tenus pour responsables devant l'échelle globale, et non seulement les peuples et les États. Ce qui va dans le sens des théories de la justice globale, pour qui l'individu peut être pris pour l'unité morale de base, comme on a l'habitude de dire, au niveau mondial. Ça, c'est ma première observation, donc l'équivocité de la notion de justice globale. Enfin voilà, je vais simplement faire un point là-dessus. Ma seconde observation porte sur la compatibilité de l'idée de justice globale avec la notion même de cosmopolitisme. Ce qui a l'air paradoxal, puisqu'on a eu l'air de dire plus haut que les deux étaient non seulement compatibles, mais qu'ils se supposaient l'un l'autre. Est-ce entièrement le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de frottement entre les deux notions ? Si je dois le dire clairement, je dirais: est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte anti-cosmopolitique de défendre une vision particulière de la justice globale ? Une vision d'ailleurs de la justice globale. Je crois que cette question implique en fait deux niveaux de problème. Je m'aperçois en m'écoutant parler que j'arrête pas de dire qu'il y a un niveau, puis il y en a deux dans le premier. Bon, ça, donc, j'essaye quand même de clarifier. Il y a deux niveaux de problème. Le premier niveau consiste à se demander s'il est possible de se mettre d'accord sur ce qui est juste en matière d'institutions internationales, de décisions politiques, de priorités socio-économiques et politiques, etc. C'est très classique, c'est un problème en soi qui est très profond, très compliqué. Par exemple, c'est celui auquel Thomas Nagel, dans son article de 2005, se confronte directement. Il y a un deuxième niveau de problème, qui est celui qui nous occupe ici quand on s'interroge sur la compatibilité entre les deux notions, cosmopolitisme et justice globale. Le problème consiste en ceci. S'il est possible de produire un tel idéal, ne sera-t-il pas alors par nature contraire à l'idéal cosmopolitique ? Puis-je, au nom de l'idéal cosmopolitique, défendre une vision qui s'appliquerait à tous, une vision de la justice qui s'appliquerait à tous ? Est-ce que ça ne revient pas à nier la particularité des cultures, des peuples, de leurs droits spécifiques que le cosmopolitisme entend promouvoir ? Je résume ça avec une formule que j'emprunte à Jocelyne Couture et Kay Nielsen, qui écrivent... je crois qu'ils résument très bien le problème, qui est un problème que l'on connaît, l'idée que chaque personne a des devoirs moraux à l'endroit de l'humanité tout entière est peut-être une bonne nouvelle pour certains,
mais qui définira le contenu de ces devoirs et les droits qui y correspondent. Ils poursuivent en disant « Qui, au nom de l'égalité de tous, s'arrogera la tâche d'enseigner au reste de l'humanité ce qui est bon pour elle. » Qui, au nom de l'égalité de tous, s'arrogera la tâche d'enseigner au reste de l'humanité ce qui est bon pour elle. Ça, c'est tiré d'un article qui s'appelle « Cosmopolitisme et particularisme ». Je tiens évidemment les références bibliographiques à la disposition de la foule en délire qui les voudrait à la fin. Non, on l'a reçu, Justin Couture. Très bien, bon. Évidemment, il ne s'agit pas de penser les conditions de possibilité d'un enseignement à proprement parler. Mais il demeure que l'idée de justice globale semble toujours pouvoir poser ce type de problème, évidemment. Il se trouve que le cosmopolitisme institutionnel permet, à mon sens, de répondre à cela. C'est en tout cas une des pistes que je souhaite soumettre à la discussion. Une certaine forme d'institution cosmopolitique permet de se sauver de l'accusation, disons le mot, d'impérialisme de la norme morale, et c'est cette forme-là dont je souhaite essayer d'analyser les principales caractéristiques. Alors, dans cette longue introduction, je me suis pour l'instant contenté d'évoquer quelques pistes générales sur l'articulation entre les deux notions. Je veux simplement remettre un peu d'ordre dans mon propos. Si je dois le dire de la manière la plus simple possible, l'idée que j'aimerais développer est la suivante. Le cosmopolitisme, dans sa définition même, semble supposer un traitement particulier de l'injustice globale. On a commencé à suggérer certains des problèmes que pouvait soulever une telle position, mais pour essayer de l'approfondir, il faut maintenant analyser le type de traitement de l'injustice que rend possible l'approche cosmopolitique. Et c'est pourquoi le but de la communication est double, à mon avis. Premièrement, clarifier les spécificités de la perspective cosmopolitique en matière de justice globale. Et deuxièmement, montrer que la situation d'injustice globale contribue à justifier le recours à une certaine forme de cosmopolitisme, le cosmopolitisme institutionnel. Alors, j'évoquais plus haut l'histoire des idées contemporaines pour expliquer que le titre même de la communication renvoie à une position connue depuis une vingtaine d'années au sein des débats sur la justice globale. J'en dis simplement un mot rapide pour y situer la position cosmopolitique. Dans les années 90, donc, je reprends, se pose la question de la possibilité d'extension des principes de la justice de Rawls au contexte global, et non seulement au contexte national où Rawls les cantonnait explicitement dans sa théorie de la justice et puis dans le droit des gens. Soit on soutient que le contexte global exige des principes différents, qui justifierait peut-être qu'on y tolère des inégalités considérables, soit les principes de la justice distributive y sont applicables, et se pose alors évidemment la question des modalités de cette applicabilité. Et évidemment, on le sait, certains penseurs, parmi lesquels d'ailleurs on trouve des élèves de Rawls, se proposent d'envisager de défendre la deuxième position et soutiennent donc en cela un point de vue qu'on a appelé, et qu'ils ont appelé eux-mêmes, cosmopolitique. Ils disent cosmopolite d'ailleurs. Ce qui frappe dans ce point de vue, ce qui compte, ce n'est évidemment pas la reconnaissance qu'il existe quelque chose comme une situation d'injustice globale. Pas non plus ce n'est pas non plus le jugement consistant à faire de cette situation d'injustice un problème moral. Ce n'est pas non plus le souci d'y apporter des réponses politiques. Je crois que tout cela est partagé par l'ensemble des acteurs du débat. La caractéristique centrale du point de vue cosmopolitique, caractéristique autour de laquelle l'ensemble de ma communication tournera, c'est bien plutôt le fait que les individus eux-mêmes deviennent des unités de base du contexte global, et non seulement les États. Et cela, c'est une idée qu'on peut défendre sur le plan moral, mais je crois qu'on peut aussi la traduire en termes politiques. Qu'est-ce à dire ? Pour différentes raisons, les contempteurs du cosmopolitisme considèrent que l'échelle mondiale est inefficace, non pertinente, problématique, pour ce qui concerne le règlement des inégalités globales. Ils privilégient en tout cas toujours l'échelle nationale ou internationale pour répondre à ces défis. L'unité de base est donc toujours l'État. La notion même de cosmopolitisme, de citoyenneté mondiale, indique bien sûr que, pour une position qui s'en réclame,
l'individu a un rôle privilégié à jouer dans le contexte global, ce qui n'est pas le cas dans la conception classique des relations internationales. Alors je crois que ce qu'il faut noter dès le début, c'est qu'au milieu de ce très vaste débat, la manière dont on présente ce qu'on appelle la perspective cosmopolitique, concernant les théories de la justice globale, ainsi que les principes sur lesquels on prétend la fonder, dépendent beaucoup de la position de celui qui parle. Par exemple, lorsque Thomas Nagel résume la position cosmopolitique, il en souligne des caractéristiques qui en font d'emblée une position intenable ou trop naïve. Je lis, il écrit, selon la conception cosmopolitique, les demandes de justice proviennent d'une préoccupation égale ou d'un devoir de justice que nous devrions en principe à tous les autres êtres humains. Et les institutions auxquelles ces standards de justice pourraient être appliqués sont des instruments permettant le respect de ce devoir. D'une telle définition, que conclure ? Bien entendu, on ne peut pas avoir les mêmes devoirs positifs à l'égard de tous les êtres humains. Je ne peux pas concevoir devoir la même chose à un Canadien qu'à un compatriote, et encore, et a fortiori à mes enfants. Donc la perspective cosmopolitique est intenable. Posant le même type de questions concernant la définition même du point de vue cosmopolitique, on pourrait évoquer aussi, et surtout je crois, parce que son partage est très efficace, on pourrait évoquer David Miller, qui est un des grands critiques contemporains de la position cosmopolitique, qui a beaucoup débattu avec Poggi, qui dit peut-être les choses plus clairement encore. Pour lui, il faut distinguer entre deux versions du cosmopolitisme. Un cosmopolitisme fort, version qu'on vient d'évoquer, selon laquelle nous aurions des devoirs identiques envers tous les êtres humains. Et puis un cosmopolitisme faible, qui se contente d'affirmer l'égale dignité entre les individus, affirmation qui n'apporte rien. Cette distinction pousse David Miller à dire du cosmopolite contemporain qu'il se trouve face à une impasse théorique, soit il soutient une évidence qui n'apporte rien, soit il soutient une position indéfendable. Soit tu es inutile, soit tu es inefficace. Choisis ton camp. Alors une fois ces conditions d'émergence de la position cosmopolitique décrites, je crois qu'on peut montrer qu'il ne s'agit pas là de querelles strictement théoriques, mais bien au contraire que la situation d'injustice mondiale exige une réponse à cette réduction proposée par David Miller, censée démontrer la faiblesse du recours au cosmopolitisme. Tout part, en effet, d'une situation d'injustice mondiale. Alors c'est très classique, mais il suffit d'énumérer quelques chiffres à propos de la pauvreté mondiale pour mettre en lumière le caractère tout à fait insupportable de l'état du monde actuel et pour faire passer le propos selon lequel notre monde est injuste pour un lieu commun, sous-entendant que c'est un devoir de travailler à une justice globale. Par exemple, Poggi reprend le chiffre de 50 000 personnes mortes de causes liées à la pauvreté par jour, et puis par un calcul macabre, il aboutit au résultat selon lequel, en 3 ans, le nombre de morts liés à la pauvreté dépasse le nombre total des morts de la Seconde Guerre mondiale. Il dit ailleurs, dans une formule qui a le mérite de la clarté à défaut d'avoir celui de la nuance et de la pondération, je traduis, il dit « Hitler et Staline étaient éminemment plus diaboliques que nos gouvernants, mais en termes de morts humains, ils n'ont jamais approché le chiffre de 18 millions de morts par an. » Voilà. Cependant, le fait que la situation soit insupportable ou choquante ne suffit pas, c'est une évidence, à justifier qu'on puisse dire qu'elle est injuste. Les effets d'une catastrophe naturelle peuvent être insupportables, ils ne sont pas forcément injustes. On pourra dire que la situation est injuste, par exemple, si l'aide apportée à la suite de cette catastrophe naturelle ne l'a été qu'à une certaine catégorie de personnes parmi les sinistrés. Et encore faudrait-il que cette catégorie soit choisie arbitrairement ou sans que les causes du choix n'aient de rapport avec les besoins auxquels l'aide entend répondre. Dire que le monde est injuste, ce n'est donc pas simplement décrire un état du monde, c'est dire que la situation actuelle peut être expliquée par la référence à des responsabilités et à des choix.
Si les chiffres terrifiants de la pauvreté mondiale ne peuvent pas nous laisser indifférents, ils ne disent rien en eux-mêmes quant à l'attitude à adopter pour y répondre, ni quant à notre éventuelle responsabilité face à la réalité qu'ils dessinent. Et c'est précisément à cela qu'il faut commencer par répondre, je crois. Les questions liées à la définition de la pauvreté mondiale, et plus encore celles concernant sa mesure, sont, de ce point de vue, secondes, même si elles sont très importantes dans la perspective des politiques redistributives, et même si elles ont été très largement débattues dans les dernières décennies. Ce que je souhaite proposer ici, je vais le dire autrement, la perspective cosmopolitique que j'évoquais plus haut, consiste, dans un premier temps, à proposer quelques pistes qui doivent permettre de désigner le fait de la pauvreté mondiale comme réalité cosmopolitique, c'est le premier point, et dans un deuxième temps, à analyser la pauvreté mondiale dans ce qu'elle implique du point de vue cosmopolitique. Alors, désigner le fait de la pauvreté mondiale comme réalité proprement cosmopolitique passe, selon moi, par 3 arguments principaux. Il y en a d'autres, j'en travaille 3 là rapidement, j'en évoque 3. Premièrement, la pauvreté mondiale est différente de la somme des pauvretés nationales. Je veux dire par là que la pauvreté mondiale ne se réduit pas à n'être que la juxtaposition ou l'addition des différentes réalités nationales, comme la pauvreté nationale d'ailleurs, ne se réduit pas à la juxtaposition de situations individuelles. Il y a de ce point de vue une forme d'autonomie de la pauvreté à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça signifie de dire que la pauvreté mondiale est une réalité autonome? Cela signifie qu'elle peut être envisagée comme un problème qui concerne au premier chef les États, les différents États qui souffrent de la pauvreté. Il serait d'ailleurs peut-être plus juste de parler alors de pauvreté dans le monde plutôt que de pauvreté proprement mondiale, mais qu'elle représente aussi la caractéristique de concerner la sphère mondiale et non seulement les communautés nationales. En d'autres termes, on pourrait dire que s'il y a toujours eu de la pauvreté dans le monde, je veux dire de la pauvreté dans les différents États du monde, le fait qu'on parle de pauvreté mondiale, qu'on la mesure, qu'on essaye de la comprendre ou d'y répondre en tant que réalité mondiale, est déjà une manière de valider l'hypothèse selon laquelle nos pratiques politiques et la réalité qu'elles cherchent à organiser sont engagées sur la voie d'un processus de cosmopolitisation, qui est le processus que j'essaye d'analyser dans les 2 premiers chapitres de mon livre, pas sous l'angle de la justice. Et ce constat d'un processus de cosmopolitisation en train de se faire, en train de se réaliser, et que la pauvreté mondiale donc contribue à mettre au jour, permet d'observer que la communauté mondiale, si une telle expression a du sens, n'existe pour ainsi dire que négativement, c'est-à-dire en réaction aux risques auxquels elle est confrontée ou aux problèmes qu'elle crée, écologiques, techniques, sanitaires ou pour ce qui nous intéresse, socio-économiques. Ce qui est un constat amer qui avait déjà été dressé par Hannah Arendt à propos de l'arme atomique. En ces termes, elle disait « La solidarité de l'humanité est entièrement négative ». En l'occurrence, on est bien forcé de constater ici que le cosmopolitisme cesse d'être la poursuite volontaire d'un idéal positif, et il est plutôt contraint par l'état du monde. Ça change la donne concernant le cosmopolitisme, je crois que ça change la donne positivement, cette réalité-là. Enfin, c'est un motif, à mon avis, d'espérance, quoi. Voilà pour le premier argument qui fait de la pauvreté mondiale une réalité proprement cosmopolitique, donc l'idée que la pauvreté mondiale est différente de la somme des pauvretés nationales. Deuxièmement, c'est une conséquence de ce qui précède, la pauvreté mondiale nous concerne moins directement en tant qu'habitants d'un État particulier qu'en tant qu'habitants de la planète, si l'on peut dire. Cela revient à dire que je ne suis pas vraiment concerné par le problème de la pauvreté mondiale en tant que citoyen français. En tant que citoyen français, je suis concerné seulement indirectement par la pauvreté mondiale. Seulement si des effets de la pauvreté mondiale concernent la France. Par exemple, la pauvreté pourrait être un facteur poussant des personnes à l'immigration, ou bien, de manière plus indirecte encore, elle pourrait causer des guerres qui menaceraient les intérêts économiques de la France.
Qu'est-ce que cela signifie de distinguer ainsi les loyautés ou les niveaux de citoyenneté? Sans entrer dans le détail, ce n'est pas le lieu, on peut dire au moins que certains problèmes nous concernent différemment selon le type de communauté de référence auquel on l'envisage. Ce qui est à mon avis une idée clé du cosmopolitisme contemporain. Par exemple, je suis concerné par le problème de la déforestation, non pas réellement en tant que je suis citoyen français, mais en tant que je suis habitant de la planète, citoyen du monde, on va dire. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Et il se trouve bien évidemment que ma citoyenneté nationale peut même avoir des intérêts tout à fait contradictoires vis-à-vis de mes intérêts cosmopolitiques. Alors moi, dans mon ouvrage, je proposais d'appeler les situations de ce type des situations de conflit de loyauté, mais j'ai appris depuis que c'est un terme utilisé en psychologie de la petite enfance pour désigner l'écartèlement de l'enfant entre plusieurs adultes. Alors, je ne sais pas s'il ne faut pas changer de... D'ailleurs, peut-être pas, hein, peut-être que ça, au contraire, ça donne du sens, un sens différent à cette idée-là, mais je crois que si on peut discuter du terme conflit de loyauté, ce qu'il désigne, en revanche, est tout à fait crucial. Dans une perspective cosmopolitique, comment articuler entre elles les différentes appartenances, quoi. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère, la nation ou le monde, etc. Prenons un autre exemple, alors donc cette fois-ci dans lequel les niveaux d'intérêt sont contradictoires, où il y a conflit de loyauté. Disons qu'en tant que citoyen français, je peux être intéressé par des lois qui faciliteraient les ventes d'armes. Tandis que, par une forme de schizophrénie cosmopolitique, je peux considérer qu'en tant que citoyen du monde, de telles lois poseraient problème. Ce n'est pas une façon de dire que la citoyenneté nationale serait inutile ou inefficace ou destinée à disparaître, ce n'est pas du tout le propos, bien entendu. Ça indique seulement qu'elle ne peut pas résoudre seule certains défis contemporains et qu'il faut peut-être imaginer une autre échelle politique au sein de laquelle mes intérêts cosmopolitiques puissent recevoir un écho. C'est ce que j'expliquerai plus bas. À ce titre, la pauvreté mondiale fait donc partie des exemples de problèmes qui donnent une densité politique à la notion de citoyenneté mondiale, dans la mesure où elle me concerne différemment selon le référent politique que je prends, le monde ou mon pays. Et puis mon troisième argument, pour faire donc de la pauvreté une réalité cosmopolitique, c'est que la pauvreté mondiale renvoie à une responsabilité cosmopolitique. Que désigne cette formule? Cette idée d'une responsabilité cosmopolitique peut se comprendre sous deux aspects. Le premier est connu, je crois, c'est la remise en cause des thèses qu'on appelle les thèses des causes domestiques de la pauvreté, ce qui renvoie très explicitement aux travaux de Poggi sur les causes de la pauvreté mondiale. Rappelons que, selon les partisans de la thèse des causes domestiques, la responsabilité de la pauvreté incombe avant tout aux pays pauvres eux-mêmes. La pauvreté serait le résultat de pratiques et de choix qui ne fonctionnent pas ou d'une incapacité à se réformer. Et cette responsabilité domestique aboutirait même à une situation dans laquelle il pourrait paraître injuste de les aider. Par exemple, si deux pays ont fait deux choix d'orientation politique et économique différents, qui ont abouti pour le premier à des résultats économiques satisfaisants au prix d'un grand nombre de sacrifices, et pour le second à une situation moins satisfaisante, il serait injuste de demander au premier de venir en aide au second. Voilà. Outre que la situation de pauvreté extrême n'est pas exactement la même chose qu'une situation de simple inégalité économique, ce dont parle cet exemple rawlsien, cette vision des choses fait comme si les États étaient entièrement responsables économiquement, et surtout comme si tous les États étaient capables de sortir de l'état de pauvreté. Et bien entendu, il y a une part non négligeable de responsabilité domestique, mais Poggi ou Bates, dans le cadre du débat concernant l'application des principes de la justice distributive à l'échelle internationale, propose, enfin, je crois qu'on peut résumer comme ça, 3 arguments principaux pour nuancer la responsabilité domestique. Je choisis de les résumer comme ça. Ils disent d'abord que les États héritent d'une histoire qui conditionne leur capacité économique, donc ils n'en sont pas complètement maîtres. Deuxièmement, ils disent que le système global ne va pas dans le sens d'une responsabilisation des États les plus pauvres, puisqu'il les empêche de négocier à égalité avec les autres États.
Donc encore une façon de dire que la responsabilité domestique doit être nuancée. Et puis troisième argument, les États les plus riches en particulier, notamment par le biais des règles qui régissent le commerce mondial, condamnent les pays les plus pauvres à rester dans la misère. Voilà. Alors je le dis plus clairement, pour Poggi ou Bates, nous ne sommes pas seulement des observateurs extérieurs de la pauvreté mondiale, nous en sommes en partie responsables. Alors ce qui m'intéresse, évidemment, pour le point de vue cosmopolitique, c'est qui est ce nous qui est responsable? Qui est ce nous? Pour Bates et Poggi, ce sont les États et le système global de l'organisation du commerce, ce qui justifie déjà d'ailleurs qu'on parle de responsabilité cosmopolitique pour désigner une responsabilité mondiale. Il y a selon moi un deuxième aspect que je me contente d'évoquer ici rapidement, sous lequel on peut comprendre cette responsabilité cosmopolitique, c'est que ce terme a le mérite de souligner aussi le rôle des individus à l'échelle de la planète. Il ne s'agit pas de nier la responsabilité des États au sein du système international ou de l'organisation internationale, de certains en particulier, donc certains États en particulier, ou du système économique mondial dans son ensemble, mais simplement de souligner en même temps la responsabilité des individus dans la persistance de cette situation de pauvreté mondiale. Pourquoi? Eh bien, ne serait-ce que par le biais de leur mode de consommation, leur mode de capitalisation, ou par le fait, plus politique, je ne sais même pas si c'est plus politique, par le fait que les individus reconduisent dans leur vote, dans les États démocratiques, les choix politiques qui structurent le système économique global. Cette responsabilité individuelle pourrait aussi s'entendre en un sens moral, à condition qu'il soit possible de considérer que chaque individu a les mêmes devoirs vis-à-vis des autres habitants de la planète. On a déjà montré le problème que pouvait poser ce type de représentation de nos devoirs, et avec David Miller, on a déjà évoqué l'inconséquence de ce qu'il appelle, lui, le cosmopolitisme fort. Cette représentation de nos devoirs qui en ferait des impératifs identiques, quelles que soient les personnes envisagées. Sur ce point, Poggi a le mérite de clarifier en quel sens il est possible de considérer qu'on a les mêmes devoirs vis-à-vis de tous les habitants de la planète, tout en échappant aux écueils pointés par Miller. Je rappelle son propos, je ne sais pas jusqu'à quel point il est maîtrisé, et j'en ai besoin pour la suite. Il distingue les devoirs négatifs, donc il faut porter assistance aux plus pauvres, positifs, pardon. Il distingue les devoirs positifs, il faut porter assistance aux plus pauvres, des devoirs négatifs, il ne faut pas nuire aux autres habitants de la planète. Et en quelque sorte, il accorde à Miller les écueils du cosmopolitisme fort concernant le premier type de devoir, le devoir positif. Effectivement, il faut porter assistance aux plus pauvres, mais je ne peux pas porter assistance à tous les pauvres. Et il lui refuse sa critique à propos des devoirs négatifs. Évidemment, pour lui, seuls les seconds sont identiques, quels que soient les individus concernés. Ils sont par conséquent plus efficaces pour justifier de nouvelles pratiques cosmopolitiques. Il écrit, je le lis, c'est une toute petite phrase. Non, d'ailleurs. Les devoirs d'assistance sont plus forts à l'égard de ceux qui nous sont proches et chers, et plus faibles à l'égard des étrangers vivant sur des terres lointaines. Évidemment. D'ailleurs, ça ne signifie pas que la vision de la souffrance ou d'une violation du droit à l'autre bout de la planète ne puisse pas faire naître quelque chose comme une compassion cosmopolitique. Mais, bon. En revanche, le devoir de ne pas nuire ne connaît pas de telles variations. Voilà, le devoir de ne pas nuire ne connaît pas de telles variations. Alors il va sans dire que pour Poggi, comme on l'a expliqué plus haut, c'est vis-à-vis du second type de devoir que notre responsabilité cosmopolitique est engagée. Ces trois arguments, donc, la pauvreté mondiale est différente de la somme des pauvretés nationales. La pauvreté mondiale nous concerne moins directement en tant qu'habitants d'un État particulier qu'en tant que citoyens du monde. Et la pauvreté mondiale implique une responsabilité cosmopolitique. Ces trois arguments nous permettent de désigner le fait de la pauvreté mondiale comme réalité cosmopolitique. Et si l'on accorde un tel jugement sur la pauvreté et sur l'injustice actuelle du monde, il faut bien répondre à la question de savoir ce que ça implique. Alors, l'objet de mon point suivant, comme je l'annonçais plus haut,
c'est précisément d'analyser les implications cosmopolitiques de la pauvreté mondiale, une fois celle-ci présentée comme réalité cosmopolitique, c'est-à-dire, en somme, d'établir en quoi le cosmopolitisme peut contribuer à la justice globale. À quoi pourrait donc ressembler un axe cosmopolitique de réponse au problème de l'injustice du monde, et en particulier à celui de la pauvreté mondiale? Le cœur de la réponse consiste en ceci: comme c'est un problème mondial, et qui a une réalité spécifiquement mondiale, il faut une sphère d'action politique à la hauteur de cette réalité. C'est cette sphère d'action politique dont on peut maintenant chercher à présenter rapidement la nature. C'est tout l'objet de ce qu'on appelle le cosmopolitisme politique, par contraste avec le cosmopolitisme moral. Alors je propose, c'est une proposition que je fais dans mon ouvrage, je propose de partager le cosmopolitisme politique en cosmopolitisme non institutionnel et cosmopolitisme institutionnel. D'un côté, il y a donc le cosmopolitisme non institutionnel qui renvoie à tout ce qui relève de l'action politique non gouvernementale à l'échelle globale, c'est-à-dire au développement de ce qu'on appelle la société civile mondiale. Je dis que c'est une voie non institutionnelle simplement au sens où son mode d'action politique, bien que soumis à la logique des traités, au droit international, etc., n'est pas le fait des institutions internationales. Sur les problèmes liés aux questions de justice globale, il ne fait aucun doute que l'action des acteurs non gouvernementaux est déterminante et qu'elle soulève d'ailleurs des enjeux tout à fait fondamentaux et qui sont principalement de deux ordres, ceux liés à son efficacité et ceux liés à sa légitimité. Comme ces questions font aujourd'hui partie intégrante des débats sur la pauvreté mondiale et sur la justice globale, je choisis de me concentrer sur l'autre versant du cosmopolitisme politique qui est moins débattu, le cosmopolitisme institutionnel, c'est-à-dire cette branche des études cosmopolitiques contemporaines qui considère que la citoyenneté mondiale pourrait cesser de ne renvoyer qu'à une formule, qu'à une métaphore, pour désigner une nouvelle modalité de la citoyenneté politique. Je dis que ça renvoie à une formule parce qu'évidemment, habituellement, quand on fait référence à la citoyenneté mondiale, c'est une façon de parler. On ne parle pas d'une citoyenneté véritable. D'ailleurs, ceux chez qui c'était le plus politique, les implications étaient le plus clairement politiques, c'était les stoïciens. Et évidemment, déjà chez eux, ça relevait d'une volonté individuelle, d'une démarche du sage, quoi. Le développement de la société civile mondiale en lui-même, dans la mesure où il offre un espace au sein duquel l'action politique individuelle ou non étatique est possible à l'échelle supranationale, contribue à donner plus d'épaisseur à la notion de citoyenneté mondiale, au sens où il est plus, si on veut le dire un peu clairement, il est plus facile aujourd'hui qu'hier d'agir en tant que citoyen du monde. Mais il ne s'agit évidemment pas encore d'une citoyenneté au sens juridico-politique. S'il faut le dire aussi simplement que possible, on peut appeler institution cosmopolitique, donc c'est la branche du cosmopolitisme qui m'intéresse particulièrement, les institutions qui, à l'échelle de la planète, prendraient la forme de structures permanentes permettant la participation des acteurs non étatiques, quelle que soit la manière dont on imagine la participation de ces acteurs. Ces institutions permettraient de ce fait une expression dénationalisée de notre citoyenneté. Alors, j'essaye d'anticiper les remarques. Dès qu'on parle d'institutions cosmopolitiques, évidemment, la question qui survient, c'est mais à quoi ça pourrait ressembler? Et puis, est-ce que c'est pas trop naïf? Donc, j'essaye d'anticiper cela. Parmi les propositions de David Helt, de Daniel Erkibouji, de Richard Falk ou de Marie Kaldor, qui sont ceux qui ont contribué à forger le concept de démocratie cosmopolitique, c'est-à-dire ceux qui ont pensé le cosmopolitisme institutionnel. Parmi toutes ces propositions, j'en conserve quelques-unes, simplement pour qu'on les ait à l'esprit. On peut notamment évoquer le développement des parlements régionaux, bien sûr, mais aussi des innovations telles que les référendums supranationaux, le développement de forums démocratiques, le recours aux experts, tout cela ne va pas sans poser de problème, évidemment, hein. La création d'une Cour mondiale des droits de l'homme, sur le modèle de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une proposition de
Martin Scheinin, qui est rapporteur à l'ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'il était venu présenter à Paris 2. Donc, la Cour mondiale des droits de l'homme, l'amélioration de la représentation politique des acteurs de la société civile. Comment faire entrer les acteurs de la société civile à l'échelle globale? C'est une réflexion plutôt menée par Marie Kaldor, cette fois-ci. Et bien sûr, le projet le plus discuté, que j'ose à peine énoncer, puisque je sais les débats qu'il fait naître, mais même si on résume souvent à cela la démocratie cosmopolitique, il faut bien en parler aussi, c'est l'idée d'un parlement mondial, quelle que soit la forme qu'on lui donne, évidemment. Ça, c'est l'idée défendue par Richard Falk et Andrew Strauss, notamment, dans leurs articles. Tout cela, toutes ces propositions, reviennent à faire gagner une effectivité politique nouvelle à la notion de citoyenneté mondiale, même si cette effectivité se gagne à la faveur, je crois que c'est important de le noter, c'est à la faveur d'une modification très profonde de la notion de cosmopolitisme qui perd en densité métaphysique. La citoyenneté mondiale ne renvoie évidemment plus ici aux théories du cosmos des anciens. Ce n'est pas du tout quelque chose de volontaire. Ça n'est pas sous-entendu par toute cette théorie-là. D'ailleurs, l'usage même qu'ils font du terme cosmopolitique n'est jamais justifié. Enfin, je veux dire. Une double question se pose immédiatement. Premièrement, ces institutions seraient-elles nécessairement plus efficaces pour régler le problème de la pauvreté mondiale? Seraient-elles plus justes, plus légitimes que les autres? Y a-t-il en somme un véritable besoin de cosmopolitisme institutionnel pour régler ce type de problème? Ça, c'est une première question, enfin c'est une première série de questions qui en sous-entend une deuxième. Les États ne sont-ils pas suffisants pour traiter les problèmes mondiaux sans qu'on ait besoin de renforcer encore la sphère mondiale de gouvernance, puisque c'est le terme consacré, et de construire de nouveaux monstres institutionnels? On pourrait dire en effet que les États et les institutions internationales existantes parviennent déjà à faire beaucoup contre la pauvreté et qu'il faut donc privilégier la voie étatique pour résoudre les problèmes mondiaux. Cependant, outre le fait que les États ne font finalement pas tant que ça, les pays riches consacrent en moyenne 0,3% de leur PIB à l'aide au développement, alors qu'ils s'étaient engagés sur le chiffre de 0,7%, et outre le fait que les États font même de moins en moins depuis 2011, dans le budget 2015 de la France, la part consacrée à la solidarité internationale a encore reculé de 2,8% par rapport à 2014. Enfin, je sais que c'est prétendument compensé par la nouvelle taxe, etc. Mais enfin, c'est... Eh bien, on peut considérer que la pauvreté mondiale, comme d'autres problèmes rencontrés par l'ensemble des habitants de la planète, et qui nous concernent en tant qu'habitants de la planète bien plus que comme habitants de tel ou tel État, ce problème-là contribue à mettre au jour l'usage possible, je crois souhaitable, du cosmopolitisme institutionnel. Alors ce qu'on appelle la démocratie cosmopolitique, je rentre un peu dans le détail, c'est un objet relativement complexe qui ambitionne de décliner les exigences démocratiques à différentes échelles et qui réfléchit aux biais techniques par lesquels cette déclinaison pourrait être possible, du local, national, régional, international, cosmopolitique. À 5 échelles, ils réfléchissent aux biais techniques qui rendraient possible la déclinaison de l'exigence démocratique. Mais pour ce qui nous intéresse ici, je crois qu'on peut préciser assez simplement ce en quoi consiste le cosmopolitisme institutionnel et probablement aussi ce qui fait son intérêt. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'échelle cosmopolitique, l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, les seules institutions politiques que nous connaissions aujourd'hui sont les institutions intergouvernementales ou interétatiques. C'est l'État, dans ces institutions héritées du modèle classique des États, c'est l'État qui est le seul à intervenir et à décider. Il y a une voix par État. D'ailleurs, pas toujours. La proposition centrale du cosmopolitisme institutionnel, sur le plan de l'imagination institutionnelle, est finalement d'opérer une traduction politique de l'idée évoquée plus haut, selon laquelle l'individu peut être considéré comme une unité morale de base à l'échelle mondiale. Il s'agit d'articuler à l'échelle mondiale deux types d'institutions. Les institutions intergouvernementales d'une part, disons par exemple l'Assemblée générale de l'ONU, les organisations régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine, ou les organisations interétatiques qui ont une compétence dans un domaine précis, l'OMC, le FMI, etc.
Donc, d'une part, les institutions intergouvernementales qui seraient associées, articulées, aux institutions cosmopolitiques, d'autre part, qui seraient, elles, basées sur l'égalité entre les citoyens. Cette bi-institutionnalisation de l'échelle mondiale pourrait permettre de contrebalancer la logique des intérêts nationaux et internationaux, logique qui fait dépendre la lutte contre la pauvreté mondiale, comme pour d'autres problèmes cosmopolitiques, de la bonne volonté des États. Or, cette bonne volonté ne suffit pas face à des intérêts contradictoires, ou plutôt, si on veut être plus nuancé, elle peut ne pas suffire. Nous avons déjà évoqué l'écart, voire la concurrence possible entre mes intérêts en tant que citoyen français et en tant que citoyen du monde, et c'est ce fait-là auquel la bi-institutionnalisation entend répondre, faire en sorte que nos obligations globales aient des espaces politiques au sein desquels elles puissent être entendues et discutées. Alors il y a beaucoup d'enjeux derrière, par exemple, il y a la question de savoir si ça risque pas externaliser le souci politique des États. Ça peut sembler être un point de détail, mais c'est une question importante. Est-ce que ça ne va pas être une façon pour les États de se défausser de leurs engagements vis-à-vis des problèmes cosmopolitiques? Bon. Que valent de telles institutions? Il y a probablement donc une longue analyse, comme je le suggérais à l'instant, coût-bénéfice à fournir à partir des propositions de ce type. Je me contenterai brièvement de ce qui me semble être l'essentiel. À mesure que se développent des propositions de ce type, et à mesure même qu'elles se mettent effectivement en place, je pense notamment aux espaces laissés à la société civile mondiale, eh bien, il apparaît que ces institutions impliquent un nouvel usage de la souveraineté qui se traduit, c'est probablement dans la colonne des coûts qu'il faut écrire cet argument-là, un nouvel usage de la souveraineté qui se traduit par une perte de l'autonomie de certains États. Disons, les États qui ont la puissance nécessaire pour être plus autonomes que les autres. On pourrait dire aussi qu'elle implique un nouvel usage de la justice, dans la mesure où elle propose un cadre plus qu'un contenu. Un cadre au sein duquel le contenu pourrait être discuté démocratiquement par les différents acteurs. Je crois que c'est important, et ça mérite peut-être d'être discuté, parce qu'une telle prétention procédurale pose elle aussi des problèmes. Et quoi qu'il en soit, le bénéfice est conséquent. Ces institutions permettent, entre autres choses, d'accorder des droits nouveaux aux individus. C'est un nouvel espace de reconnaissance. Elles ne font plus dépendre la solidarité internationale de la bonne volonté d'acteurs qui, bien souvent, n'ont pas intérêt à être solidaires. Et elles offrent enfin à tous de nouveaux moyens d'agir. Je regarde fébrilement l'heure, mais c'est bon, parfait. Alors pour terminer, je choisis de proposer à la discussion, et c'est pas une formule lancée en l'air, je propose à la discussion une série d'observations générales qui me semblent importantes au regard de ce que je viens d'évoquer. Tout d'abord, je crois que, du point de vue de l'histoire du cosmopolitisme, cette analyse des rapports qu'il entretient avec la justice globale, et en particulier pour ce qui concerne le cosmopolitisme politique, j'entends, met en lumière ce qu'on pourrait appeler un changement de télos du cosmopolitisme, qui marque peut-être quelque chose comme un changement d'époque. Je veux dire par là qu'on est passé du télos de la paix, qui a caractérisé l'usage du cosmopolitisme à la suite de Kant, au télos de la justice. Depuis les années 90 et le retour de la notion, en effet, la justice a totalement éclipsé le thème de la paix, qui est, par contraste avec ce qu'il a été, le grand absent des théories contemporaines. Le thème existe comme motif secondaire. Archibugi, par exemple, dans son dernier ouvrage, en parle de trois moments, mais comme conséquence possible des réformes souhaitables. Donc c'est plus une visée fondamentale, je veux dire. Alors si on accorde ce diagnostic, qu'on n'est pas obligé d'accorder, enfin que je soumets à la discussion, je crois que ça pousse à s'interroger sur la disparition du thème de la paix d'abord. Est-ce qu'elle est moins accessible, moins nécessaire? Pourquoi cette disparition? Et d'autre part, à interroger ce remplacement-là, puisque on pourrait peut-être s'interroger sur la possibilité du consensus politique possible autour de ce nouveau but. Quelle vision de la justice devra en effet être défendue par un droit cosmopolitique, par exemple? Voilà pour ma première observation.
ma deuxième observation concerne la temporalité dans laquelle les exigences de justice globale se trouvent habituellement prises, qui contraste avec celle introduite par la perspective du cosmopolitisme politique, tel que je l'ai très rapidement présenté. La souffrance, et en particulier la souffrance que nous voyons, celle qui est relayée, nous place face à une urgence. Michael Walzer écrit, par exemple, alors ça c'est tiré d'un article de 2011 qui était paru dans la revue Études, l'aide mutuelle en temps de crise et la responsabilité politique à l'égard des blessures subies à travers les frontières sont deux aspects de la justice globale, qui est et devrait être une réponse aux besoins urgents et à la souffrance des plus pauvres. Le délai est, maintenant. Pour la justice globale, selon Walzer, le délai est maintenant. Sa thèse, c'est donc, il ne le dit pas comme ça, mais sa thèse, c'est qu'il y a deux temporalités. Une pour la justice globale, qui se déploie sur le registre de l'immédiateté, il faut répondre maintenant. Et l'autre pour la justice locale, qui se charge du temps long dans lequel se font les choix et se prennent les décisions. C'est une façon de dire que la justice globale ne devrait être qu'une justice de l'urgence. Et c'est bien entendu contre cela que se construit le cosmopolitisme politique qui entend proposer des mécanismes pour faire en sorte que les causes et non seulement les effets de l'injustice soient pris en charge à une échelle plus grande que l'échelle locale. Alors pour conclure, je veux achever sur une note qui pourra sembler étrange. Je veux répondre par avance à une critique très commune qu'on fait à ce genre de théorie. Et ce qui est terrible, c'est que faisant cette réponse par avance, je sais que je m'expose à une métacritique, donc c'est terrible. Mais je m'enfonce malgré tout. Et je termine. Je veux simplement dire que bien souvent, on objecte à la démocratie cosmopolitique que c'est une théorie trop peu réaliste. Les seuls acteurs politiques seraient les États qui n'accepteraient pas de laisser leurs prérogatives. Ce serait un projet qui, en niant la réalité politique de l'exercice du pouvoir, serait condamné à rester un projet naïf. Je crois que cette critique qui se prétend réaliste, au sens où elle s'appuie sur ce qu'on appelle le réalisme en matière de relations internationales, manque en réalité de réalisme. Je veux dire par là que si cette façon politique de considérer le cosmopolitisme contemporain risque toujours sembler trop utopique ou trop naïve aux réalistes, on peut toujours répondre qu'il est sûrement plus naïf encore de croire que les choses peuvent continuer comme avant, et en particulier à propos de la pauvreté mondiale. Ce que j'ai cherché à montrer ici, de même que dans l'ensemble de cet ouvrage, c'est que cette façon politique de comprendre le cosmopolitisme contemporain répond à un certain état du monde et qu'elle correspond à quelque chose comme à un réalisme cosmopolitique. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Évidemment, tout à fait passionné par l'objet que vous nous avez présenté et par les analyses que vous en avez faites. Je vais laisser intervenir vos répondants. Je dis juste 2 ou 3 choses pour les avoir dites, quoi. Voilà. Je suis, disons, à 99% d'accord avec votre propos. Voilà. Par moments, c'est même confondant. C'est pas souvent non plus. Donc il faut le souligner. Par exemple, parmi des tas de choses, beaucoup m'ont entendu dire ça ici, le fait qu'on soit passé du télos de la paix au télos de la justice, même si on n'utilise pas le même vocabulaire sur télos, peu importe. Mais c'est vrai que la problématique s'est déplacée. Là, je souscris totalement à ce diagnostic, qui est incontestablement juste et partagé. De même, toute l'analyse que vous avez mise en œuvre pour faire surgir la centralité du problème de la pauvreté mondiale ou de la pauvreté globale, je la partage entièrement.
Et pour tout vous dire, je suis en train de terminer le livre dont je mettais en place la problématique dans le passage de mon intervention inaugurale de janvier, et je suis au milieu du 3e et dernier chapitre qui porte sur la pauvreté mondiale ou globale. Je suis un peu encalminé au milieu de ce chapitre. Voilà. Mais c'est une question de jour et de décision à prendre, si vous voulez. Voilà. Pour l'essentiel, donc je dirais ça comme ça, vous comprendrez pourquoi je le dis comme ça. J'adhère à votre conviction. Voilà. La question, c'est de savoir si elle peut ne pas être seulement une conviction à laquelle on se sent obligé d'adhérer. Donc ça, je pense qu'on va en discuter. J'aurais en fait deux interrogations. Une très ponctuelle, mais qui est celle sur laquelle je suis encalminé. Donc j'en profite pour vous la transmettre, qui est que ce que je me demande en fait, c'est si, pour modifier l'extension du concept de pauvreté, la faire passer du domestique ou du national au global ou au mondial, s'il ne faut pas aussi en modifier la compréhension. Point dont vous n'avez pas, à ma connaissance, traité ni oralement ni véritablement par écrit. Je veux dire que l'extension globale peut peut-être passer par une redéfinition du concept. Je pense aux modifications successives que ce concept a connues quand on passe de sa définition par des seuils monétaires à sa définition par des seuils complexifiés, par exemple dans l'indice de développement humain, ou à sa définition par des paramètres encore complexifiés, par ce à quoi nous consacrerons ici la dernière séance de ce séminaire, en mai, par un groupe comme OPHI, Office si vous voulez, avec l'idée qu'il y aurait 10 paramètres de la pauvreté mondiale. C'est pas simplement pour le plaisir d'en ajouter, c'est simplement que ça modifie la compréhension. Je ne dis pas en quoi, mais on peut en parler si vous le souhaitez. En tout cas, je doute que la modification de l'extension puisse faire l'économie d'une modification de la compréhension. Et puis ma deuxième question, évidemment, elle faisait partie de celle que vous aviez prévue, mais disons que j'en modifie un peu la forme, mais c'est quand même la même question. C'est, vous l'avez présentée sous la forme de l'objection du réalisme, je la présenterai sous la forme de la question de savoir si le cosmopolitisme institutionnel n'est pas ultimement, vous savez bien que je le formule comme ça, aussi, je l'ai déjà fait dans un colloque dans lequel vous étiez vous aussi, même si on n'a fait que 6 croisés ou 6 succédés, si ça n'est pas finalement ultimement déterminé ou dicté par une forme de cosmopolitisme moral ou éthique, disons à travers la question de savoir qui instituera les institutions mondiales ou globales. Ça ne peut pas être les institutions qui instituent les institutions, et donc s'il faut des convictions, est-ce que ces convictions ne sont pas celles que j'évoquais tout à l'heure, en disant que j'étais convaincu par votre conviction, que je partage, mais que ce partage se fait au nom d'obligations que nous nous reconnaissons. Et ces obligations ne sont-elles pas morales? Voilà. Bon, voilà mes remarques, mais sur l'ensemble des points, je suis d'accord avec ces deux interrogations, si vous voulez, dont je n'ai pas, sinon j'aurais terminé mon étude. Je suis virtuellement à 15 ou 20 pages de la fin, mais seulement à 15 ou 20 pages. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être enchaîner avec les questions des répondants officiels, mais trouver un moyen, à un moment ou à un autre, d'intégrer mes remarques. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre exposé. J'aimerais vous poser 2 questions qui concernent en fait les 2 parties de votre exposé. Une première sur la mise en pratique du cosmopolitisme politique, et l'autre davantage sur la possibilité même d'une pensée cosmopolitique qui soit convaincante à travers son application à un secteur spécifique de la justice globale, à savoir la justice climatique. Alors ma première question sur la mise en pratique du cosmopolitisme politique, vous avez distingué 2 formes de cosmopolitisme politique, le cosmopolitisme institutionnel et non institutionnel. Il me semble que ces 2 formes sont très interdépendantes, et vous l'avez d'ailleurs évoqué.
Ma question concerne le rôle que les institutions internationales, par exemple onusiennes, peuvent légitimement, doivent accorder à la société civile. Je vais préciser mon propos. Il y a beaucoup d'arguments en faveur de l'inclusion des ONG dans les négociations internationales, particulièrement dans le système onusien, parce qu'elles dépassent les clivages des États, parce que ce sont aussi des acteurs puissants, influents. Il y a aussi des arguments qui sont en défaveur de leur inclusion, à savoir que ce ne sont pas des acteurs démocratiques, du moins pas au sens de la démocratie représentative. Quelle est selon vous la légitimité de l'incorporation de ces acteurs comme les ONG dans les négociations internationales? Parce qu'il me semble que la société civile ne pourra être réellement prise en compte que si les institutions internationales leur laissent une place véritable. Je prendrai un exemple. Dans le cas des négociations du système onusien, comme à l'OMC ou dans les négociations climatiques, le rôle des ONG est fortement débattu. Parfois, elles sont parquées à l'écart des discussions. On peut les consulter, mais sans leur donner un véritable droit de vote. Quelle est votre position là-dessus? Ma deuxième question, elle a trait davantage à la possibilité de la pensée cosmopolitique à travers son application donc, au champ du changement climatique et de la justice climatique, qui me semble particulièrement lié au cosmopolitisme et peut-être même typique. Le changement climatique, c'est à la fois la preuve que les individus du monde entier s'inscrivent dans des interactions les uns avec les autres, que le bien-être des uns dépend des actions des autres. Et par là, comme vous l'avez montré dans ce que vous appelez la définition négative de la communauté mondiale ou du cosmopolitisme, ce sont les risques qui donnent une émergence, qui font émerger la pensée cosmopolitique. Pour autant, le changement climatique et la justice climatique incarnent les difficultés extrêmes auxquelles fait face la pensée cosmopolitique. Parmi ces difficultés, on pourrait voir le fait que la responsabilité est diluée par le très grand nombre d'acteurs, qu'elle est aussi diluée par la complexité des chaînes causales. Par exemple, imaginons le cas de l'émission de dioxyde de carbone liée aux centrales à charbon. Qui est responsable? Est-ce que c'est la centrale à charbon, les investisseurs qui l'ont financée, les consommateurs d'électricité? Est-ce que c'est vous quand vous appuyez sur l'interrupteur? Ce qui fait que chacun peut débattre de la véritable responsabilité des autres, ce qui pose un problème. Et corrélativement, il y a peut-être même le problème de la banalité du crime dans le cadre de la justice climatique, d'un point de vue cosmopolitique, à savoir qu'on n'est jamais en face de la nuisance qu'on fait, et même si on en est conscient, elle a toujours lieu dans des actes complètement banals, comme de prendre sa voiture pour aller au cinéma, par exemple. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser ces difficultés? Car j'imagine que vous pensez qu'on peut les dépasser. Comment donc assigner la responsabilité aux individus, puisque c'est bien le principe du cosmopolitisme, face à cet ensemble de difficultés? Merci. Alors je réponds donc aux deux questions. D'abord sur ce que vous avez appelé la mise en pratique du cosmopolitisme politique. Je crois qu'il y a quand même une ligne de partage assez efficace entre non institutionnel et institutionnel. Et je crois que dans votre question, il y a deux questions. Il y a quelle place accorder à la société civile, aux acteurs de la société civile, au sein de ce qui existe déjà, et ensuite, quelle est leur légitimité? Ce sont deux questions. Quelle place accorder alors, encore une fois, c'est ce à quoi réfléchit Marie Kaldor. Je vais le dire un peu de manière peut-être un peu tranchée. Tant que c'est une place non officielle, on est dans le régime de l'international,
quand la place est officielle, on est dans le régime du cosmopolitique, si on peut dire. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que, y compris lorsqu'elle se déploie dans un registre international, c'est-à-dire dans une place non officielle, elle a des effets, c'est-à-dire qu'elle a un rôle. Vous suggériez qu'on pouvait faire appel ou pas à cela. On a eu, lors de ce colloque, toujours le même, le témoignage d'Olivier de Frouville, qui a eu l'occasion, donc qui est à Paris 2, et qui a eu l'occasion d'assister à des débats à l'ONU dans lesquels, selon les sessions, les acteurs de la société civile pouvaient assister ou pas. C'est-à-dire, mais ils n'étaient pas intervenants, ils étaient debout tout autour de la salle, il expliquait. Et il expliquait à quel point les débats changeaient complètement de nature. Ils ne sont pas intervenus dans le débat, ils étaient juste présents là pour écouter. Donc, voilà, la manière dont on incorpore les acteurs de la société civile, c'est une question qui relève de l'institutionnel. Marie Kaldor, par exemple, elle propose un mix, en fait, entre la théorie de Richard Falk sur le Parlement mondial. Elle propose en gros un parlement de la société civile mondiale. Donc ça peut être des pistes. Évidemment, tout de suite se pose la deuxième question que vous posiez, c'est-à-dire la légitimité, puisque vous disiez que ce qui allait dans le sens de cette plus grande place accordée aux acteurs de la société civile, c'était qu'ils dépassaient les clivages, etc. Évidemment, le problème, c'est qu'ils ne les dépassent pas tant que ça. Bien souvent, eux-mêmes renforcent les intérêts nationaux, donc ils ne sont pas exempts, ils ne sont pas purs, quoi, les acteurs de la société civile mondiale, bien évidemment, y compris sous l'angle démocratique, comme vous le suggériez. Donc ça, ce sont des questions. Il y a des comment on pourrait dire, il y a des règles qui sont progressivement établies pour savoir à quoi pourrait ressembler une prise en compte démocratique des acteurs de la société civile mondiale. Par exemple, alors ça c'est pas Marie Kaldor, je crois que c'est David Held qui explique que ça pourrait être, les acteurs de la société civile mondiale pourraient prendre le relais des États desquels les citoyens, des États les moins démocratiques dans lesquels les citoyens auraient le moins de possibilités d'accéder à la parole publique. Bon, ça pose évidemment à nouveau plein de problèmes, au nom de quoi ils prendront la parole d'eux, etc. Bon. Sur la justice climatique, pardon, ça l'arsène un peu, excusez-moi. Sur la justice climatique, oui, je crois que en réalité, l'objet écologique, climatique, est beaucoup plus puissant que la pauvreté mondiale pour justifier le recours au cosmopolitisme. Je veux dire que l'objet écologique, il est cosmopolitique. Et du coup, ça me permet un peu de répondre à la question par laquelle vous repreniez la parole, en disant, est-ce que ça peut être autre chose qu'une conviction? Est-ce que c'est pas toujours fondé sur un cosmopolitisme moral? Est-ce qu'en dernier recours, c'est pas toujours un cosmopolitisme moral dont il est question? Je crois que la grande force des problématiques liées à la justice climatique, c'est la notion de risque. Je crois que, en fait, la notion de risque global, qui n'est pas du tout théorisée par les penseurs de la démocratie cosmopolitique, qui est en revanche théorisée très largement par Beck. D'ailleurs, je ne m'explique pas pourquoi David Held et Daniel Archiboudji réfléchissent pas à la notion de risque, parce qu'il me semble que, là, pour le coup, Beck est quand même assez efficace. C'est pas une question de conviction. Je veux dire, on a peut-être, c'est en tout cas l'objet de mon premier chapitre, peut-être une conscience cosmopolitique émerge, se déploie, se démocratise. Peut-être que on est de plus en plus nombreux à se sentir citoyens du monde ou à donner du sens à cette formule, je sais pas. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait tant que ça à s'en réjouir, parce que c'est tellement peu stable, c'est tellement peu commun, c'est tellement peu durable dans le temps. Ça veut tellement peu dire la même chose pour moi et pour vous que je suis pas sûr qu'on puisse construire grand-chose de solide, quoi. Et si on y arrivait, on serait toujours sujet à caution. Bon. En revanche, donc ça, ce serait la cosmopolitisation des consciences. Bon. En revanche, le fait qu'il y ait donc ce que j'appelle la cosmopolitisation subjective, le fait qu'il y ait une cosmopolitisation objective, c'est-à-dire qu'il y ait des risques qui nous placent devant une nécessité d'agir à l'échelle cosmopolitique, ça me semble efficace. C'est dans ce cadre-là que les problèmes d'ordre climatique me semblent efficaces. Beck résume ça avec une formule qui me plaît parce qu'elle fait de Kant une issue possible, mais il résume ça en disant Kant ou la catastrophe.
Voilà. C'est pas trop une question de conviction, là. C'est juste, il y a des risques, et à ces risques-là, il faut répondre, et le système des États n'est pas compétent pour y répondre. Ce serait ça l'idée. Voilà. Donc, je poursuis, parce qu'il y avait un deuxième aspect, il me semble, dans votre deuxième question. J'ai donc décomposé la première question en 2 questions, la deuxième en 2 autres. Vous faites référence à la responsabilité qui serait diluée. Qui est responsable de ce qui se passe? Je ne suis pas sûr que ce soit le type de question qui soit le plus efficace pour justifier le recours au cosmopolitisme politique. David Held, par exemple, prend un autre critère. La question de la responsabilité se pose, évidemment, mais il y a sûrement différents niveaux de responsabilité à typer, etc. Mais lui, il prend un autre critère, c'est ce qui a fait que c'est ce qu'on appelle la démocratie cosmopolitique. Il prend le critère suivant, il dit « ceux qui sont concernés par la décision doivent prendre part à la décision ». Ça ne doit pas être les seuls, pas forcément. Et c'est très vague, parce qu'on pourrait dire « bah oui, mais tout le monde est concerné. Le fait que la Grèce construise une centrale nucléaire, ça me concerne, après tout ». Bon, alors, il hiérarchise comme ça les degrés dans lesquels je suis concerné, et il dit le critère, ça va être celui-ci. Voilà. Et il prend un exemple que c'est pas lui d'ailleurs, c'est un autre auteur qui prend cet exemple, mais qui me semble assez efficace. Quand je construis une centrale nucléaire entre la France et la Belgique, à la frontière, à 10 km de la frontière de la Belgique, ce serait normal que les Belges, ce serait, on pourrait dire démocratique si on veut le dire comme ça, que les Belges aient eux aussi leur mot à dire, puisqu'ils sont directement concernés. Voilà, donc c'est peut-être moins la question de la responsabilité qui se posera que la question de la participation à la prise de décision. Voilà, en amont en plus. Geoffroy, Marie-Pauline, les 2 personnes qui étaient concernées par la préparation de la séance aussi. Alors moi j'ai peut-être une question qui porte sur le début de votre propos et qui retentit sur ce que vous venez de dire. Vous avez présenté au début la différence, ou on pourrait dire l'opposition entre justice globale et cosmopolitisme à votre sens, en expliquant en gros que il serait très difficile de se mettre d'accord sur ce qui est juste au plan global à partir d'une perspective de la justice globale, et puis c'était pour défendre d'une certaine manière l'efficacité d'un cosmopolitisme qui serait plus constructiviste et qui serait plus en phase avec une forme d'émergence historique, d'une forme de conscience commune. La seule difficulté que j'ai, ça serait une difficulté un petit peu normative de la perspective cosmopolitique. Quand je dis une difficulté normative, c'est par exemple, si on reprend la question du climat dont vous parliez à l'instant, on voit bien que tout le monde n'est pas exactement concerné de la même manière par les risques climatiques. C'est-à-dire que on voit bien que même s'il y a une globalisation du risque, les pays les plus développés ont des capacités d'adaptation qui font que l'urgence climatique ne résonne pas exactement de la même manière pour eux que pour... bon, on a une actualité tristement célèbre cette semaine, mais voilà, pour d'autres pays extrêmement vulnérables, on pourrait penser aussi au Bangladesh ou à d'autres pays. Et donc du coup, la question que je me pose, c'est que si on attend que ce soit les pays qui eux-mêmes prennent conscience de ce qu'il faut faire à partir de leur dynamique propre et de leurs préoccupations propres en tant qu'État, est-ce que ça ne va pas conduire à accroître des inégalités, notamment des inégalités nord-sud, parce que les pays qui peuvent agir réellement contre, on va dire, les dégâts climatiques, sont les pays qui sont capables de se protéger le plus longtemps contre ces dégâts. Et donc, est-ce qu'en ayant recours à une perspective de justice globale, finalement, on n'aurait pas un outil plus fort, parce que ce sont des exigences qui ne dépendent pas des logiques des États, mais ce sont des exigences qui sont indépendantes, on pourrait dire, de la logique cosmopolitique. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce qu'il me semble, enfin, j'ai plutôt le sentiment de partager votre point de vue. On ne peut pas attendre de la logique des États qu'elle réponde aux défis
cosmopolitiques. Parmi lesquels les risques climatiques, mais les risques sanitaires, enfin c'est peut-être d'ailleurs plus efficace dans ces cas-là, puisqu'il y a peut-être une plus grande mise à niveau de l'exposition au risque. Donc une perspective cosmopolitique, c'est une perspective dans laquelle justement on n'attendrait pas cette prise de conscience-là de la part des États, puisqu'il y a des États qui ont tout intérêt à ne pas agir dans ce sens-là. Du coup, je veux dire... Alors après, si votre question portait sur le déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait mettre en branle la machine pour l'innovation institutionnelle dans le sens du cosmopolitisme, je crois que la théorie des risques, disons, est la plus efficace. Mais on ne peut pas faire comme si... on ne peut pas comparer les avantages d'un système avec les inconvénients de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que dans l'état actuel des choses, cette disparité-là de gestion du risque, de capacité à y répondre, etc., existe déjà. Donc le cosmopolitisme politique propose des moyens d'en sortir, c'est tout. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, Pauline. Ah oui, il faut passer le micro. Ça permettrait de ne plus faire dépendre l'aide internationale d'acteurs qui bien souvent n'ont pas d'intérêt à agir. Et donc là, j'imagine que vous faites référence à des acteurs étatiques qui sont dictés, dont le comportement est dicté par des intérêts propres. Ma question était de savoir qu'est-ce qui vous permettait de dire que les individus ne seraient pas eux-mêmes poussés à agir en fonction de leur intérêt propre, tout comme, voilà. Bon, peu importe, je ne vais pas développer plus parce que vous avez répondu par la notion de risque en disant que j'imagine que c'était le facteur qui pour vous permettait un levier qui permettait de mettre en place, enfin, en tout cas qui permettait d'appuyer la nécessité, en tout cas l'impératif cosmopolitique, sachant que tous les individus ne sont pas confrontés aux mêmes risques. Donc, voilà. Apparemment, en tout cas, vous sembliez répondre à cette question-là, de savoir comment est-ce que avec des États qui agissent par intérêt, vous pouviez, en passant à un horizon cosmopolitique, contourner ça en disant que l'implication de citoyens du monde permettrait de ne plus, de faire en sorte que les décisions communes ne soient plus poussées par des intérêts propres. Bon, voilà, j'espère avoir été claire. Je suis désolée. Limpide. Je vais la reformuler à nouveau. Mais de toute façon, vous y aviez déjà répondu. Et puis j'avais une autre question qui portait également sur vos constats, sur votre conclusion, et où vous aviez rapidement évoqué l'idée que donc ce nouvel horizon permettrait d'octroyer de nouveaux droits, je crois. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez développer sur ces nouveaux droits en question. Là, je peux répéter ma question, parce que j'ai l'impression d'avoir été très confuse. Non. En plus, de ce que j'en comprends, je ne crois pas y avoir complètement répondu à cela. C'est-à-dire la question, pourquoi, donnant un nouvel espace aux citoyens, faudrait-il que ces citoyens soient plus vertueux que les États et tout à coup se mettre à oublier leur intérêt propre, voilà. Alors là, c'est peut-être une conviction qu'il faut tester, enfin, je veux dire. Mais je crois qu'il y a que l'échelle cosmopolitique offre un espace dans lequel la représentation de l'intérêt collectif est, à mon avis, plutôt plus facile. Et en tout cas, elle est plus facile que pour l'État. Je m'en explique presque, comment on pourrait dire, presque négativement.
en faisant référence par exemple à Rousseau, vous voyez, à ce que dit Rousseau, qui dit méfiez-vous de ces cosmopolites, etc. Il y a qui vont chercher très loin des devoirs qu'ils refusent de faire près d'eux. Je crois quand même qu'il y a comment on pourrait le dire, il y a une efficacité quoi, de l'échelle cosmopolitique, et je crois d'ailleurs que même si je n'attends pas tout, je vais essayer de faire une réponse claire, parce que ce serait le comble, mais j'attends pas tout de la capacité de l'individu à se projeter au-delà de son intérêt propre dans l'intérêt cosmopolitique, j'attends pas tout de ça, mais à mon avis, c'est plus efficace de l'attendre d'un individu que d'un État. Voilà. On va dire que l'État a plus de motifs de résister à la perspective cosmopolitique qu'à l'individu. On pourrait en débattre, mais je crois qu'il y a un... comment on pourrait dire... il y a peut-être même... il y a peut-être même quelque chose comme un confort de la position cosmopolitique, qui fait qu'on s'y représenterait, qu'on fondrait sa délibération peut-être plus aisément que ne peut le faire l'État, au sens où voilà, enfin, je creuse pas, simplement, je pense que c'est un point sur lequel on n'est pas obligé de souscrire. Je crois par exemple que l'échelle régionale, pour la citoyenneté européenne, c'est plus dur de se représenter comme citoyen européen que comme citoyen du monde. Je veux dire pour moi, il y a une forme d'aisance, il me semble, mais c'est à tester, hein, je suis pas... il y a une forme d'aisance de la projection au sein de l'espace cosmopolitique. Vous voyez, il y a peu d'émotions européennes. Par contre, il y a des émotions mondiales. Lampedusa, c'est une émotion européenne. Mais il y en a peu, d'émotions européennes. Je crois que c'est plus aisé de se projeter au sein de cette échelle-là. Peut-être que je me trompe, peut-être que... Voilà. Concentré sur cette réponse, je dois avouer que votre deuxième question, c'est terrible. Oui, quel nouveau droit ? Non, ce sont simplement des leviers d'action, quoi. C'est accordé des droits politiques, la capacité d'être représenté à une autre échelle. Je peux être représenté pas simplement à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale, pas simplement comme citoyen français, mais comme citoyen du monde, que je gagnerais ce nouvel espace-là, c'est tout. Hein. Ce sont des droits politiques, quoi. Si je peux ajouter un tout petit point à cet instant-là. C'est vrai, et c'est ce qui favorise la montée en puissance de la problématique de la justice climatique, qu'elle permet de visualiser, de présenter de façon quasiment sensible une cosmopoliticité de fait. Ceci est incontestable. Mais je dirais deux choses. D'une part, ceci ne vaut que pour la question du changement climatique, ou en tout cas prioritairement pour la question du changement climatique, moins pour la question de la pauvreté. Deuxièmement, la prise de conscience de la cosmopoliticité de fait ne conduit pas au cosmopolitisme, ne conduit pas forcément au cosmopolitisme, sauf à avoir un ajout qui est précisément ce que je désigne comme moral. Un raisonnement moral, proprement moral, c'est-à-dire qui conduit à passer de l'être au devoir-être. Et pour verser au dossier une expérience que j'ai souvent évoquée avec tel ou tel d'entre vous, quand Michel Bourban, ici présent, démarrait sa thèse, j'étais beaucoup sous l'influence de ses réflexions. Je découvrais au fur et à mesure, ça sert à ça aussi de diriger des thèses, ses arguments et la problématique. J'ai fait une conférence à Rabat. À ce moment-là, dans une école, bon, peu importe, une grande école, ce qu'on appellerait ici une grande école, et sur les thèmes de justice environnementale et partiellement climatique, plutôt partiellement, mais pour les rendre sensibles, vu qu'ils ne l'étaient pas, visiblement, j'en ai rajouté une couche par la question climatique et des injustices climatiques liées au changement climatique. Et là, je me suis fait étendre pour le compte, si vous voulez, l'arbitre pouvait compter 2 fois 10, parce que ceux qui ont objecté, ils étaient 200, quoi. C'était une immense salle. Bon, c'était une expérience tout à fait traumatisante. Mais vraiment, en plus, d'autant qu'il n'y avait aucun représentant de l'école qui accompagnait ma conférence, donc c'était une situation assez baroque. Mais en gros, et pour résumer, leur réponse, qui a été multipliée
quasiment par le nombre qu'ils étaient, c'était très bien votre raisonnement, mais évidemment il y a un risque. Mais je simplifie, on a encore du temps. Et laissez-nous, vous voyez bien la réponse, elle est intégralement prévisible quand je dis c'était un rabat. Laissez-nous le temps de nous développer économiquement, d'autant que vous avez retardé, comme colonisateur, notre propre développement. Et donc, qu'est-ce que vous avez, ce qu'il me disait, à répondre à cette difficulté? Mais je n'y suis pas parvenu, évidemment. Parce que l'appel à l'intelligence, l'appel à, etc., ne fonctionne pas face à des gens qui disent « je suis d'accord, vous avez raison, mais laissez-nous le temps ». Et là, sauf à convaincre éthiquement, ce que j'ai entrepris de faire, mais sans y arriver, à convaincre éthiquement, vous n'y arrivez pas. Voilà, donc pour moi, la difficulté majeure, qui fait que je trouve que le cosmopolitisme institutionnel a besoin d'introduire à un moment un ingrédient de cosmopolitisme moral, et là, pour moi, il devient effectivement une conviction. Mais je crois que les théories du risque peuvent le justifier, en quelque sorte. Et peut-être faut-il pour cela, en plus, quelque chose comme le cosmopolitisme moral. Mais je crois que là, typiquement, dans l'exemple que vous prenez, ça montre plutôt la nécessité du cosmopolitisme institutionnel. C'est-à-dire que ça montre plutôt la nécessité d'un espace dans lequel, à l'échelle mondiale, tout le monde aura voix au chapitre pour décider quelles sont les politiques à mener. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, je comprends très bien. Au contraire. Pour que ça ne soit pas quelque chose comme la conviction d'un occidental issu d'un pays qui a des problématiques, qui a des problèmes de riches, ou bien pour que ça ne soit pas simplement... Voilà. Je crois qu'il faut des espaces politiques au sein desquels ça puisse être délibéré. Or ça, il n'y en a pas. Oui, mais pour qu'il y en ait, il faut que la conviction ait fonctionné. Oui. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Or, comment va-t-elle fonctionner? À partir de quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit à mes interlocuteurs de cette école? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est-à-dire, pesez sur votre gouvernement, comprenez, puis pesez. C'est quand même deux ressorts successifs qu'on leur demande de mobiliser. Mais il me semble que ça pourrait être un biais par lequel la majorité des États pourrait voir un intérêt à voir se développer la bi-institutionnalisation, c'est-à-dire l'exigence démocratique et l'exigence de plus de démocratie au sein des organisations intergouvernementales actuelles, par exemple, elle provient plus des États qui, à l'échelle de la planète, sont les moins puissants que des États puissants. C'est-à-dire que l'exigence d'une réforme du Conseil de sécurité, d'une réforme de l'ONU, elle provient aussi des États les moins puissants économiquement. Donc peut-être que ça pourrait être un levier de se dire que... Enfin, c'est le seul point faible, si vous voulez, dans le dispositif. Le sens descriptif faible n'est pas... Non, mais je comprends tout à fait, oui. Il y a un trou dans l'argumentation qui est embarrassant. Est-ce que vous pourriez peut-être ajouter un mot sur l'impôt et sur le rôle qu'il pourrait éventuellement jouer dans tout ça? C'est une question intéressante. Chacun cherche la solution des problèmes qu'il doit résoudre. C'est drôle. C'est en référence à Poggi ou... Pardon? C'est en référence à Poggi, Thomas Poggi, oui. Oui, je voudrais vraiment savoir ce que vous en pensez, en fait. Alors, je présente d'abord la chose d'un point de vue général. C'est depuis cette proposition-là que... Je ne sais pas ce que ça vaut comme niveau de réponse, mais enfin, en tout cas, sachez-le que le cercle des cosmopolites institutionnels accepte Poggi en leur sein, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on en parle à Daniel Archiboudji, il répond oui, sous-entendu, au début, il était perdu, et puis il est revenu du côté institutionnel de la force. Bon, je crois que ça fait partie, en réalité, je vous réponds très honnêtement, ça fait partie des deux problèmes que je ne traite pas, parce que je ne suis pas à l'aise avec ça.
Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui de la force cosmopolitique, c'est-à-dire comment faire appliquer le droit cosmopolitique. Ces auteurs-là réfléchissent au type de taxes qu'on pourrait imaginer, au type de force qu'on pourrait mettre en place, et ils réfléchissent souvent, c'est le cas de Held en particulier, au type d'impôt qu'il faudrait pour financer la force cosmopolitique. Donc, pas des casques bleus, hein, une force cosmopolitique. Je dois être honnête, voilà, ça me semble être technique et de ce fait-là second par rapport au problème de justification de l'ensemble. Mais voilà, je réponds honnêtement. Michel Bourbon. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter une couche sur la justice climatique parce qu'il me semble en fait que le problème du changement climatique pose deux défis majeurs au cosmopolitisme tel que vous l'avez décrit. D'abord sur la question de la responsabilité, vous avez dit que les théoriciens du cosmopolitisme, notamment Thomas Pogge, insistaient beaucoup sur la responsabilité individuelle. Le problème avec le changement climatique, c'est qu'on est face à une nuisance nouvelle qui est une nuisance de type agrégative. Et la responsabilité pour lutter contre ce type de nuisance est éminemment collective. On ne peut pas vraiment parler en termes de responsabilité individuelle pour le changement climatique dans le sens où les émissions individuelles de gaz à effet de serre ne vont pas nuire à des personnes. Il faut penser en termes beaucoup plus larges et donc dans ce cas-là, il faut plutôt parler de responsabilité des États-nations avant tout. Est-ce que les théories cosmopolitiques peuvent prendre ça en compte ou non? C'est pas certain. Et la deuxième limite, peut-être, le deuxième défi que le changement climatique pose au cosmopolitisme, ça porte sur la distinction que vous avez que vous reprenez à Thomas Pogge entre devoir positif, devoir négatif. Il me semble que cette distinction devient de moins en moins pertinente, notamment à cause du fait que les devoirs, par exemple, de non-nuisance que nous devons réaliser dans le cas du changement climatique, impliquent non seulement l'absence d'action, mais également l'obligation de devoir venir en aide à des populations sous forme d'aide au développement, d'aide à l'adaptation, mais aussi sous forme de politique de compensation. Donc, pour ne pas nuire aux populations, ce qui serait a priori négatif, nous avons quand même besoin également d'actions très positives, de mettre en place des institutions qui sont très coûteuses. Ma question, c'est est-ce que la distinction de droit positif, négatif ou devoir positif et négatif, est-ce qu'elle peut encore tenir dans ce genre de situation? Ce n'est pas que le cas avec le changement climatique, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes, mais ça pourrait peut-être montrer une limite possible. Alors sur le premier point, l'idée que la justice climatique oblige à dépasser la responsabilité individuelle, c'est une certitude, enfin une évidence, je suis tout à fait d'accord. Seulement, à mon avis, vous déduisez rapidement, enfin trop rapidement pour moi, de cette première proposition, l'idée que la responsabilité porterait sur les États-nations et sous-entendu peut-être, mais peut-être que je projette un sous-entendu là où il n'y en a pas, quasi exclusivement là-dessus. Alors la réponse est très simple. Dans l'architecture institutionnelle proposée par le cosmopolitisme politique, les États-nations pourraient être contraints par des sphères, d'ailleurs pas forcément uniquement la sphère cosmopolitique, mais donc il ne s'agit pas du tout d'imaginer que les États ne seraient pas responsables et n'auraient pas à rendre des comptes, en quelque sorte. En même temps, c'est pas parce que l'échelle de l'État-nation est pertinente et peut-être même la plus pertinente, on va dire, pour les questions liées à la justice climatique, qu'il n'y a pas une responsabilité individuelle. Même si, à mon échelle, ça n'est pas grand-chose, je pense, je sais pas, à la manière dont je stocke mes mails ou je sais pas quoi. Et bien évidemment, si chacun vide sa boîte mail, je ne parle pas d'État-nation là, non, prenons uniquement cet exemple-là, si chacun vide sa boîte mail, évidemment, il y a un effet direct sur les data centers. On sait qu'il y a comment on a calculé ça? Enfin, je veux dire, le nombre de mails à enlever pour qu'un data center ferme. Donc je ne vois pas trop pourquoi le fait que l'échelle de l'État-nation soit très important impliquerait que ça soit la seule échelle. On peut tout à fait soutenir que c'est l'échelle probablement la plus importante et surtout pour l'instant la plus efficace, c'est certain. C'est certain, je crois. Ok. Et dans l'architecture cosmopolitique, donc, l'idée est bien de se doter d'outils pour contraindre
pour être capable de contraindre les États-nations. Enfin, la distinction devoir négatif et devoir positif, oui, que les devoirs négatifs, que le simple respect ce qu'on a appelé les devoirs négatifs implique l'obligation d'agir, c'est certain, mais c'est même le cas chez Poggi, hein, je crois, enfin, ou c'est moi qui projette chez Poggi des choses qui ne sont pas, mais bien sûr, c'est là-dessus que se fonde la possibilité d'agir. Je crois que c'est efficace pour penser notre responsabilité à l'égard enfin, la responsabilité cosmopolitique, si l'on veut dire, mais ne pas nuire, il va falloir agir pour ne pas nuire, ou pour rattraper la nuisance qu'on a commise. Donc, bien sûr, au contraire, c'est ce qui fonde l'action cosmopolitique, quoi. Et qu'est-ce qui vous permet de penser que les États, car ce ne peut pas être l'individu qui crée les institutions cosmopolitiques, les individus, je veux dire. Je ne pense pas que vous pensiez ça, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui vous permet de penser que les États donneront au réel les moyens d'intégrer des institutions qui les contraindront à limiter leur souveraineté? Excusez-moi, l'objection est rustique, non, mais qu'est-ce qui vous permet ça? Si ce n'est la bonne volonté. Non, je crois que les États, ils sont contraints, en quelque sorte. Je crois que d'abord, l'histoire de la souveraineté récente, mais oui, je crois que l'histoire de la souveraineté récente montre que, en réalité, la dilution de la souveraineté est très largement engagée. Enfin, je veux dire, donc, avec ce raisonnement-là, on ne devrait pas avoir pu faire ce qu'on a déjà fait. Si les États étaient tant que ça attachés à leur souveraineté, alors ça ne serait pas possible d'imaginer les institutions internationales dont on s'est doté. Donc, je crois que Mais vous disiez vous-même que dans les institutions internationales, une voix, c'est un État. Oui, c'est exactement. Les individus ne pèsent pas, comme vous évoquiez très bien cette scène extraordinaire que vous racontiez, où les personnes sont au fond, etc. Bon, elles ne pèsent pas. Oui, mais qui va peser sur les États? Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'argument qui voudrait qu'un État n'abandonnera pas sa souveraineté, eh bien, la situation actuelle devrait déjà être impossible. C'est ça que je veux dire. Donc je pense que c'est une objection qu'on se fait parce qu'on s'appuie encore sur cette vision de la souveraineté-là. Mais en réalité, l'État autonome, quoi, a déjà disparu. Il a déjà disparu. Il y a une voie par étape pour l'instant. Et ben, est-ce que l'État arriverait à refuser cela? Il y a déjà des lieux institutionnels dans lesquels la voix d'acteurs non gouvernementaux est davantage écoutée, etc. Donc, probablement, là, j'entends bien derrière qu'il se cache quelque chose comme un excès d'optimisme, quoi, ou quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est pas... Je souhaite que vous ayez raison, mais actuellement, c'est un acte de croyance. Il n'y a pas d'argument véritable. Moi, il me semble que l'histoire récente montre plutôt ça, quoi. Montre plutôt que la souveraineté est en train de se disperser, quoi. Mais... L'histoire des vétos est quand même quelque chose d'hallucinant de ce point de vue-là. Ça vient limiter l'argument très fortement. L'histoire contemporaine est largement l'histoire de vétos célèbres. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a des exemples flagrants d'attachement à la souveraineté, d'ailleurs, que... il n'y a pas dans le même temps aussi tout un processus de remise en cause de l'autonomie des États. Non, là, je crois que... Voilà. D'accord. Question de croyance, là. J'ai plutôt l'impression que c'est un processus, mais... Alors, je crois que ce processus peut continuer. Voilà, oui. Et moi, je l'espère. Non, mais... Est-ce qu'il y a une question des uns ou des autres? Oui. Alors, ma question est plutôt historique. C'est savoir, alors vous avez parlé d'une nouvelle donne aujourd'hui, si on veut, où le cosmopolitisme aura plus de chances de s'implanter aujourd'hui. J'aimerais savoir pourquoi, parce qu'à travers l'histoire, enfin à ce que j'en sais, il semblerait que ce soit plutôt l'inverse, et que toutes les tentatives d'unification cosmopolite sont soldées par des échecs plus ou moins cuisants.
Et jusqu'à aujourd'hui encore, on parlait des vétos, mais on peut parler ou la CPI qui n'est pas ratifiée par le gendarme du monde. Et historiquement, la SDN, par exemple, pourquoi la SDN n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui ferait en sorte qu'aujourd'hui ça fonctionne? Est-ce que les enjeux seraient plus mondiaux aujourd'hui qu'à l'époque? Alors sur les exemples que vous donnez ne sont pas exactement des exemples d'associations cosmopolitiques, en l'occurrence, que l'on marche vers une plus grande dépendance des États les uns avec les autres, qu'il y ait un processus, encore une fois, de perte d'autonomie des États, que plus qu'avant le droit régisse les relations entre les nations. Voilà, moi ça me semble être effectivement de l'ordre du diagnostic là. Je veux dire, vous pouvez ne pas partager ce diagnostic au nom, je sais pas, du fait qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir, qu'il y a plein d'espaces qui ne sont pas régis par le droit, que c'est un droit pour l'application duquel la force est défaillante, etc. Mais je crois qu'on marche quand même vers, je sais pas. Il me semble qu'il y a quand même plus de droit international qu'avant, comment vous le dire de manière très simple, quoi. Donc, je pense pas que tout se soit soldé par des échecs. Je pense qu'il y a des échecs, il y en a encore aujourd'hui et tout, mais je pense que là, il y a quand même, oserais-je lancer le mot, il y a quelque chose comme un sens de l'histoire, peut-être. Oui, enfin, c'est très difficile de cerner ce sens, parce que l'histoire contemporaine est à la fois l'histoire des progrès de la justice, y compris de la justice globale, d'une certaine façon. Ne serait-ce que parce que nous en parlons déjà. Bon, c'était inenvisageable il y a 20 ans. Mais c'est aussi le constat et la conscience réaffirmée des injustices globales très fortes, y compris des injustices violentes de type génocidaire, etc. L'ONU et les instances internationales, de gouvernance internationale certes, existaient quand le génocide du Rwanda a eu lieu. Personne n'a été troublé, ni les États-nations, nous sommes bien placés pour le savoir, ni l'ONU qui avait un contingent, Roméo Dallaire, etc., ni les individus. Les individus internationaux, si je puis dire, cosmopolites, n'ont pas non plus... J'ai fait cours, comme tous mes collègues, en philosophie politique, dans le printemps 1994. Nous étions alarmés, mais... ça n'entraînait pas un surgissement de la conscience mondiale cosmopolite. Ouais, non, mais que le... C'est hier. Oui, je comprends bien. Si vous voulez, que le processus soit... C'est un processus, quoi. Donc, moi, je n'arrive pas, mais je suis de bonne foi, je veux dire, je n'arrive pas à voir ça comme autre chose qu'un délai du fait de... C'est un processus historique, quoi, qui est en train de s'accomplir. Voilà, on va vers plus de droits parce que c'est comme ça. C'est ça qui est en train de se réaliser, quoi. On y contribue tous, et par une sorte d'effet pervers, ceux qui veulent le moins, ceux qui veulent s'extraire, perdent du poids au sein du concert des nations, donc ils sont obligés d'être inclus, etc. Donc progressivement, il me semble qu'il y a ça. Mais, voilà. Mais vous savez bien, enfin, comme moi, évidemment, tout autant que sur l'évaluation de ce qui se passe, il y a 3 positions. Il y a l'idée selon laquelle tout va vers le mieux, l'idée selon laquelle tout va vers le pire, et l'idée selon laquelle ça se discute. Oui. C'est quand même... bien sûr. Voilà, bien sûr. Bon. C'est doctrine d'ailleurs des noms, moi, mais... Une dernière question. Le pire, c'est que tout ça d'accord, évidemment. Alors après, il y a des types de positions, voire des types de rapports au réel. C'est-à-dire qu'on peut décider que comme tout ne va pas vers le mieux, il faut s'impliquer et s'intéresser aux choses épouvantables. On peut décider que comme tout va vers le mieux, il faut s'impliquer quand même, parce que tout va déjà vers le mieux. Donc ça maintient les deux possibilités.
c'est complexe. Qu'est-ce qui motive le plus? C'est de considérer qu'on va dans le bon sens ou de considérer qu'on n'y va pas? C'est pas certain que ce soit la première possibilité. Et donc l'attention aux injustices est aussi productive ou aussi peu productive, en tout cas ni plus ni moins, que l'attention au progrès de la justice. Je trouve que ça laisse entre nos deux, c'est une affaire de sensibilité, de quasi-sensibilité, les deux possibilités. Un méchant spectacle, là. Moi j'ai une question, à moins qu'il y en ait encore une dans la salle. Non, la dernière. Car Donc il y a encore 3 minutes. Pour la nécessité du débat, je vais endosser l'habit du soupçon. On pourrait rétorquer que le cosmopolitisme est en fait une forme d'idéologie qui serait au service du néolibéralisme, économique ou du libertarisme, en réfléchissant à ces conditions d'émergence qui sont la fin de la guerre froide et la victoire en fait de la mondialisation économique néolibérale, en regardant d'un point de vue sociologique le fait que ceux qui sont le plus les citoyens du monde, ce sont peut-être les plus riches, une classe managériale mondiale qui a les moyens de se déplacer, de changer de travail dans différents pays. Et tout simplement par le fait que le cosmopolitisme, en rognant sur la légitimité de la souveraineté nationale, ferait peut-être finalement le jeu du marché mondial et d'une forme d'anarchie où l'économique domine sur le politique. Ce sont des arguments qui sont assez courants. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de soupçon? Sachant que je dois y répondre en 1 minute 23, c'est formidable. Non, très rapidement. Là, alors ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de théoriser, la différence entre cette idée de la planète comme un marché mondial et cette idée de la planète comme un lieu d'habitation. Il me semble que c'est une des erreurs qu'on peut, à mon sens, pointer dans l'article de l'encyclopédie Stanford sur le cosmopolitisme, où ils disent qu'il y a plein de types différents de cosmopolitisme, parmi lesquels le cosmopolitisme économique. Ça, il me semble que c'est une erreur conceptuelle. Le cosmopolitisme renvoie à une planète que j'habite, c'est-à-dire que le monde n'est pas neutre, tandis que pour considérer la Terre comme un grand marché, il faut que l'espace soit neutre, que tout se vale. Le cosmopolitisme prend acte du fait que j'habite la planète. Alors je vais très vite parce que j'avais très peu de temps, mais voilà le fond de l'argument, c'est celui-ci, quoi. C'est une différence de... C'est à mon avis incompatible, quoi. D'ailleurs, historiquement, dans la construction de la démocratie cosmopolitique, c'est d'abord une réponse à la conception du monde comme d'un gigantesque marché que se construit ce concept, quoi. Ok. Je note que vous n'avez pas répondu sur la conception de la pauvreté, la compréhension de la pauvreté, et je verse au dossier la pauvreté du concept de Poggi là-dessus. Ouais. Très très faible. Voilà. Mais j'imagine que cette amélioration est à votre programme aussi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.